Ma femme a divorcé après 15 ans. Tu paieras une pension alimentaire pour 3 enfants pour toujours, a-t-elle ri. J'ai tout accepté sans me battre. Au tribunal, son avocat m'a remis les documents définitifs. J'ai souri et j'ai sorti une enveloppe. Avant de signer, votre honneur, j'aimerais soumettre une preuve, je l'ai ouverte. Le visage de ma femme a blêmi. Le juge l'a lu et a dit 3 mots qui l'ont détruite. Avant de signer, votre honneur, j'aimerais soumettre une pièce à conviction. La salle d'audience devint silencieuse. Ma femme, Lenora, souriait déjà. Ce petit sourire victorieux qu'elle affichait depuis 8 mois, depuis qu'elle avait demandé le divorce. Son avocat, un requin facturant $400 de leur nommé Desmond Pratt, avait la main tendue, attendant que je signe le document final qui mettrait fin à nos 15 ans de mariage. Ce document qui lui donnerait la maison, les voitures, les économies, la garde exclusive de nos 3 enfants, et $4200 par mois de pension alimentaire pour une durée de 18 ans. Faites le calcul. Cela représente plus de $900 000. J'étais censé signer. J'étais censé accepter la défaite. J'étais censé sortir de ce tribunal comme un homme brisé qui avait tout perdu. C'est ce qu'ils attendaient. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Une preuve. Le juge Rowan Castellan se pencha en avant, ses sourcils gris se levant. Monsieur Chandler, vous avez eu des mois pour soumettre des preuves. Cette audience est uniquement destinée aux signatures finales. Je comprends, votre honneur, mais cette preuve n'est entrée en ma possession qu'il y a 72 heures, et je crois que la Cour doit la voir avant que le moindre document ne soit signé. Le sourire de Lenora vacilla légèrement. Une fissure dans le masque. C'est ridicule, dit Desmond Pratt d'un ton mielleux. Votre honneur, ma cliente a été plus que patiente. Monsieur Chandler a accepté ces termes. Il ne peut pas simplement. Je le peux si les termes étaient basés sur une fraude. Ce mot atterrit comme une bombe. Fraude. Le visage de Lenora passa de la confiance à la confusion, puis à quelque chose proche de la peur, en l'espace de 3 secondes. De quoi parlez-vous, exigea-t-elle. Quelle fraude? Je ne lui répondis pas. Au lieu de cela, je plongeai la main dans ma veste et sortis une enveloppe Kraft. Brune, banale, le genre qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de fournitures de bureau. À l'intérieur se trouvait la vérité. Je marchai vers le banc du juge, mais pas résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Mon propre avocat, un défenseur public fatigué nommé Hector Molina, qui m'avait conseillé de simplement signer et de passer à autre chose, me fixait la bouche ouverte. Je ne lui avais pas parlé de ça, je n'en avais parlé à personne. Certains secrets doivent être gardés jusqu'au moment exact où ils doivent éclater. Votre honneur, cette enveloppe contient les résultats de tests ADN pour mes 3 enfants. Marcus, 12 ans, Jolene, 9 ans, et Wyatt, 6 ans. Des tests ADN. Le juge Castellan prit l'enveloppe avec précaution. Dans quel but? Pour établir la paternité, votre honneur? Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre le souffle de Lenora se bloquer dans sa gorge. La paternité? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Quoi? Qu'est-ce que vous? J'établis que je ne suis le père biologique d'aucun des 3 enfants pour lesquels vous voulez que je paie une pension alimentaire. Le juge ouvrit l'enveloppe, lut la première page, la deuxième, la troisième. Son visage changea, se durcit. Il regarda Lenora avec une expression que je ne peux décrire que comme un dégoût maîtrisé. Puis il prononça 3 mots qui la détruisirent. Est-ce vrai? 36 heures plus tôt, j'étais assis dans un restaurant près de l'Interstate 10, fixant les mêmes documents que le juge lisait maintenant. Le café devant moi avait refroidi. Les œufs que j'avais commandés restaient intacts. Plus rien ne semblait réel. 3 enfants, 15 ans de mariage, toute ma vie d'adulte. Un mensonge. Le détective privé assis en face de moi s'appelait Clyde Barrow. Oui, comme le hors-la-loi, il avait entendu toutes les blagues. Il avait 63 ans, un visage comme du cuir tanné par le temps, et des yeux qui en avaient trop vu. Je suis désolé, dit-il. Je sais que ce n'est pas ce que vous espériez trouver. Je n'espérais rien trouver. J'espérais qu'il me dirait que j'étais paranoïaque, que les rumeurs étaient fausses, que ma femme n'était pas. Je ne pouvais pas finir la phrase. Les tests ADN sont formels, monsieur Chandler. Marcus, Jolene et Wyatt. Aucun d'eux ne partage vos marqueurs génétiques.
0% de probabilité de paternité pour les trois. Je regardais à nouveau les documents, des tableaux, des graphiques et une terminologie scientifique qui se résumait à une simple vérité. Les enfants que j'avais élevés, aimés, pour lesquels je m'étais sacrifié, n'étaient pas les miens. Savez-vous qui sont les pères? Pères, au pluriel. Clyde sortit un autre dossier. D'après mon enquête et le recoupement des marqueurs génétiques, Marcus semble être l'enfant biologique de Victor Ambry, un entraîneur personnel que votre femme voyait en 2012. Victor Ambry? Je me souvenais de lui. Leonora avait insisté pour se remettre en forme après notre mariage. Des séances d'entraînement personnel 3 fois par semaine. J'avais payé pour chacune d'elles. Le père biologique de Jolene est probablement Raymond Costa. C'était le patron de votre femme à l'agence de marketing où elle a travaillé de 2014 à 2016. Raymond Costa, l'homme qui lui avait donné une promotion, qui l'emmenait en voyage d'affaires, que j'avais invité chez nous pour une fête de Noël. Et Wyatt. Clyde hésita. Celui-ci va être difficile à entendre. Plus difficile que de découvrir que mes 3 enfants ne sont pas les miens. Le père biologique de Wyatt semble être votre frère, Denny Chandler. Le monde s'arrêta. Denny, mon jeune frère, mon témoin de mariage. L'oncle qui venait à chaque anniversaire, chaque Noël, chaque réunion de famille. L'homme en qui j'avais confiance plus que quiconque, sauf Leonora elle-même. Vous êtes certain? Les marqueurs génétiques ne mentent pas, monsieur Chandler. Je suis désolé. Je restai assis là pendant un long moment. Le bruit du restaurant s'estompa. Le café devint plus froid. Les œufs se figèrent sur l'assiette. 15 ans, 3 enfants. Des centaines de milliers de dollars dépensés pour une famille qui n'a jamais été la mienne. Et Leonora avait l'audace d'exiger une pension alimentaire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Demandai-je. Clyde s'adossa à sa chaise. Ça dépend de vous. Vous pouvez signer ces papiers de divorce et payer une pension alimentaire pendant 18 ans à des enfants qui ne sont pas les vôtres. Ou vous pouvez entrer dans ce tribunal avec ces documents et regarder toute la machination de votre femme s'effondrer. Elle dira que j'abandonne les enfants. Vous direz qu'elle a commis une fraude à la paternité, ce qui est le cas dans cet État. C'est un motif d'annulation des obligations de pension alimentaire et de potentielles poursuites pénales. Des poursuites pénales contre la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la mère d'enfants qui m'appelait papa. Je dois y réfléchir. Vous avez 36 heures avant cette audience finale. Réfléchissez vite. Laissez-moi vous dire comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Crawford Chandler. J'ai 47 ans. Je travaille comme superviseur logistique dans un centre de distribution à Bakersfield, en Californie. Je gagne 67 000 $ par an, ce qui ne fait pas de moi un riche, mais pas un pauvre non plus. Assez pour soutenir une famille, assez pour subvenir aux besoins. Du moins, c'est ce que je pensais faire. J'ai rencontré Leonora Vance en 2008 lors du barbecue d'un ami. Elle avait 28 ans, elle était belle, avec le genre de sourire qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. J'avais 32 ans, récemment promu, sentant enfin que ma vie était en ordre. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, nous nous sommes fiancés, et nous nous sommes mariés en 2009. Marcus est né en 2012. Je me souviens l'avoir tenu dans la salle d'accouchement, les larmes coulant sur mon visage, pensant que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Mon fils, mon premier-né, le début de mon héritage. Sauf qu'il n'était pas mon fils. Il était le fils de Victor Ambry. Conçu pendant ces séances d'entraînement personnel que je payais. Jolene est arrivée en 2015, ma petite fille. Elle avait les cheveux foncés de Leonora et ce que je pensais être mes yeux verts. Il s'avère que les yeux verts venaient de Raymond Costa, le patron qui couchait avec ma femme pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer son congé maternité. Et Wyatt, né en 2018, le bébé de la famille. Celui qui, je le pensais, scellerait notre lien pour toujours. Le fils de Denny, le fils de mon frère, conçu Dieu sait quand, dans Dieu sait quel lit, alors que je leur faisais totalement confiance à tous les deux. J'ai élevé ces enfants, changé leurs couches, marché de long en large à 3 heures du matin quand ils étaient malades, aidé pour les devoirs, entraîné l'équipe de baseball, payé pour les appareils dentaires et les camps d'été, et tout le reste. Je les aimais. Je les aimais encore. C'est ce qui rend tout cela si compliqué. Ils pensent que je suis leur père. Ils m'appellent papa.
Quand Wyatt s'est écorché le genou l'été dernier, il est venu en courant vers moi. Quand Jolene a eu son premier chagrin d'amour à l'école, elle a pleuré sur mon épaule. Quand Marcus avait besoin de conseils sur une fille qu'il aimait, il me les a demandés. Rien de tout cela n'était faux. Rien de tout cela n'était un mensonge. Mon amour pour eux était réel. Mais l'amour de Lenora pour moi, c'était ça le mensonge, et ça l'avait été depuis le début. Le divorce est arrivé de nulle part. Ou peut-être pas. Peut-être que je ne faisais simplement pas attention. Rétrospectivement, il y avait des signes. Les retours tardifs du travail qui ne correspondaient pas à son emploi du temps, les nouveaux vêtements que je n'avais pas payés. La façon dont elle semblait plus intéressée par son téléphone que par moi. Je pensais juste que nous traversions une mauvaise passe. 15 ans de mariage, 3 enfants, la vie devient compliquée. J'ai suggéré une thérapie. Elle a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Puis, en janvier de cette année, elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle voulait partir. Je ne suis pas heureuse, Crawford. Je ne suis pas heureuse depuis des années. Nous pouvons y travailler. Nous pouvons. Je ne veux pas y travailler. Je veux divorcer. Elle avait déjà un avocat. Desmond Pratt, recommandé par sa sœur. Tout était préparé, le partage des biens, l'arrangement pour la garde, les calculs de la pension alimentaire. Elle planifiait cela depuis des mois, peut-être des années, et elle voulait tout. La maison que nous avions achetée ensemble en 2011, le compte retraite que je constituais depuis mes 20 ans, les voitures, les économies, les investissements, et la garde exclusive des 3 enfants avec moi payant $4200 par mois jusqu'à ce que le plus jeune ait 18 ans. Mon avocat, Hector, m'a dit de me battre. Elle en demande trop. Nous pouvons négocier ça à la baisse. Garde partagée, paiement réduit, quelque chose de raisonnable. Mais je ne me suis pas battu. J'ai tout accepté. Les gens pensaient que j'abandonnais. Ils pensaient que j'étais trop brisé pour me battre. Ils pensaient que j'étais noble, ou stupide, ou les deux. La vérité était différente. J'ai tout accepté parce que je savais que quelque chose clochait. Je le savais depuis des années, à un certain niveau. Je ne voulais pas reconnaître la façon dont Marcus ne me ressemblait pas du tout. La façon dont Jolene avait des problèmes médicaux qui n'existaient pas dans ma famille. La façon dont Wyatt avait certains traits qui semblaient familiers mais pas de la bonne manière. J'ai commencé à faire attention, à remarquer des choses, à me souvenir de moments qui n'avaient pas de sens à l'époque. Et puis j'ai engagé Clyde Barrow. Je ne l'ai pas dit à Lenora, je ne l'ai dit à personne, j'ai juste commencé, calmement et méthodiquement, à enquêter sur la femme que j'avais épousée. Cela a pris 8 mois. 8 mois à rassembler des preuves tout en faisant semblant d'être le mari vaincu qui ne riposterait pas 8 mois à la laisser croire qu'elle avait gagné. Et maintenant, debout dans cette salle d'audience, j'étais sur le point de lui montrer exactement à quel point elle avait tort. Le juge Castellan lut les rapports ADN 2 fois. Son visage restait neutre, professionnellement composé, mais je pouvais voir quelque chose changer derrière ses yeux. Le même dégoût que j'avais ressenti dans ce restaurant, multiplié par le sens de la justice qu'il avait mené à cette profession. Madame Chandler, sa voix était glaciale. Avez-vous une réponse à ces documents? Lenora était debout maintenant, agrippant le bord de la table de la défense. Son calme soigneusement entretenu avait volé en éclats. Elle me regardait le juge, son avocat, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher. Ces tests sont faux, dit-elle. Il ment. Il essaie d'éviter ses responsabilités. Ces tests ont été menés par Geneva Diagnostic, un laboratoire certifié avec accréditation AABB. Le juge Castellan leva les documents. Il montre une probabilité de 0% que M. Chandler soit le père biologique de l'un des 3 enfants mineurs. C'est impossible. C'est leur père. Il a été leur père pour Madame Chandler. Je vais vous le demander une fois de plus. Y a-t-il une possibilité que ces résultats soient exacts? La salle d'audience attendait. Je regardais ma femme, la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la femme à qui j'avais fait confiance avec tout ce que j'avais, la femme qui m'avait menti chaque jour de notre mariage. Quelque chose se brisa dans son expression. La combativité quitta ses yeux. Je veux parler à mon avocat. Votre avocat est juste à côté de vous. Desmond Pratt ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait dans des sables mouvants. Le requin confiant s'était transformé en cerf pris dans les phares.
Votre honneur, j'ai besoin de temps pour revoir ces documents avec ma cliente. C'est hautement irrégulier. Ce qui est irrégulier, maître, c'est que votre cliente demande une pension alimentaire pour 3 enfants qui n'ont apparemment pas été engendrés par le défendeur. Le juge Castellan posa les papiers d'un geste délibéré. Madame Chandler, je vais vous demander directement. Ces enfants sont-ils biologiquement liés à Monsieur Chandler? Silence. Madame Chandler. Non. Le mot sortit comme un murmure. Non, ils ne le sont pas, la salle d'audience explosa. Pas bruyamment, il n'y avait pas grand monde, mais Hector halta. Desmond Pratt jura dans sa barbe, et quelqu'un dans la galerie émit un son de choc. Je restais juste là, regardant Lenora dire enfin la vérité. Ils ne sont pas à lui, continua-t-elle, les larmes commençant à couler. Mais il les a élevés. Il est leur père de toutes les manières qui comptent. Il l'aime. Il ne peut pas simplement les abandonner à cause d'eux. À cause de quoi, Madame Chandler? Parce que vous avez commis une fraude à la paternité? Parce que vous avez permis à un autre homme, ou apparemment à plusieurs hommes, d'engendrer des enfants et ensuite tromper votre mari en lui faisant croire qu'ils étaient les siens. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment exactement vouliez-vous que ça se passe? Elle n'avait pas de réponse. Le juge Castellan se tourna vers moi. Son expression avait changé. Toujours professionnelle, mais avec quelque chose en dessous. Du respect peut-être, ou de la sympathie. Monsieur Chandler, quelle réparation demandez-vous à cette cour? J'avais pensé à ce moment pendant des mois, répéter ce que je dirais, planifier exactement comment je détruirais Lenora comme elle avait détruit ma confiance. Mais en me tenant là, regardant son expression brisée, pensant à Marcus, Jolene et Wyatt, je trouvais que les mots que j'avais préparés ne voulaient pas sortir. Votre honneur, j'aimais ces enfants. Je les aime toujours. Ce que ma femme m'a fait est impardonnable, mais ils sont innocents. Ils n'ont rien choisi de tout cela. Je comprends. Mais légalement. Légalement, je demande que l'obligation de pension alimentaire soit annulée. Je ne suis pas leur père biologique. Je ne devrais pas être tenu financièrement responsable d'enfants conçus par l'infidélité de ma femme. Lenora émit un son, un sanglot ou un halètement, ou quelque chose entre les deux. Cependant, continuai-je, j'aimerais demander des droits de visite. Ces enfants me connaissent comme leur père. M'arracher complètement de leur vie ne ferait que les blesser davantage qu'ils ne l'ont déjà été. Le juge Castellan m'étudia pendant un long moment. C'est une réponse remarquablement mesurée, Monsieur Chandler, étant donné les circonstances. Je ne suis pas intéressé par la vengeance, votre honneur. Je veux juste qu'on arrête de me mentir, et je veux que ces enfants sachent que quelqu'un dans leur vie les aime vraiment pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent fournir. Le juge hocha la tête lentement. Très bien. Compte tenu des preuves de fraude à la paternité, j'annule la proposition de règlement du divorce dans son intégralité. L'affaire sera reprogrammée pour une audience complète où le partage des biens et les arrangements de garde pourront être correctement déterminés. Il regarda Lenora. Madame Chandler, je vous conseille vivement de prendre un avocat expérimenté dans les affaires impliquant la fraude. L'État peut choisir de poursuivre des charges criminelles, et cette cour va référer cette affaire au bureau du procureur pour examen. Des charges criminelles pour avoir menti sur la paternité de ses enfants, pour avoir volé 15 ans de ma vie. Votre honneur, s'il vous plaît. La voix de Lenora était désespérée maintenant. Je ne peux pas aller en prison. Mes enfants ont besoin de moi. Vous auriez dû y penser avant de tromper l'homme qui les a élevés. Le marteau tomba. Je restai assis dans mon camion sur le parking du tribunal pendant 1 heure après que tout fut fini. Je ne bougeais pas. Je n'allumais pas le moteur. Je restais juste là à assimiler. J'avais gagné, si on peut appeler ça ainsi. Lenora n'aurait pas la maison. Elle n'aurait pas ma retraite. Elle n'aurait pas 900 000 $ de pension alimentaire pour des enfants qui n'étaient pas les miens. Mais les enfants étaient toujours là, pensant toujours que j'étais leur père, attendant toujours que quelqu'un leur explique pourquoi leur famille venait d'exploser. Mon téléphone vibra, un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est Marcus. Maman pleure et ne veut pas nous dire ce qui s'est passé. Est-ce que tu rentres? Rentrer? La maison dont j'avais été viré il y a 8 mois. La maison où 3 enfants qui n'étaient pas les miens attendaient des réponses. Je fixai le message pendant un long moment. Puis je répondis, je serai là dans 1 heure.
On doit parler. Le trajet vers la maison ressemblait à la traversée d'un rêve. Des rues que je connaissais par cœur. Des repères devant lesquels j'étais passé 1000 fois. Tout cela semblait étrange et lointain. Maintenant, qu'allais-je leur dire? Comment expliquer à un enfant de 12 ans que vous n'êtes pas son père? Comment dire à une fille de 9 ans que son existence a été bâtie sur un mensonge? Comment regarder un garçon de 6 ans et lui dire quoi que ce soit? Je n'avais pas de réponse. J'avais juste la vérité. Et la vérité allait faire mal à tout le monde. La voiture de Lenora était dans l'allée quand j'arrivais. Je me garai dans la rue, pris une profonde inspiration, et marchai vers la porte. Marcus ouvrit avant que je ne puisse frapper. Il était grand pour ses 12 ans, déjà plus grand que Lenora, avec des cheveux foncés et des traits que je reconnaissais maintenant comme appartenant à Victor Ambry. Un visage d'étranger sur un garçon que j'avais élevé. Papa, il eut l'air soulagé. Maman est dans sa chambre depuis 1 heure. Elle ne veut pas nous parler. Jolene a peur. Qu'est-ce qui se passe? Allons à l'intérieur, bonhomme. Je dois vous parler à tous. Le salon semblait identique à l'époque où j'y vivais. Le même canapé, les mêmes photos de famille au mur. Des photos d'anniversaire, de vacances et de réunions de fêtes, preuve d'une famille qui n'avait jamais été ce qu'elle paraissait. Jolene était sur le canapé, serrant un oreiller. Wyatt était à côté d'elle, ne comprenant pas ce qui se passait, mais captant l'attention. Papa. Wyatt courut vers moi, enroulant ses bras autour de mes jambes. Est-ce que tu reviens? Maman a dit que tu ne revenais pas, je m'agenouillai et le serrai dans mes bras. Ce petit garçon qui ressemblait à mon frère, qui avait le menton de Denny, les yeux de Denny, et rien de mon ADN. Je l'aimais quand même. C'était ça la terrible vérité. Je les aimais tous les 3 malgré tout. Nous devons faire une réunion de famille, dis-je. Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur le canapé avec moi? Ils s'arrangèrent autour de moi. Marcus d'un côté, Jolene de l'autre, Wyatt sur mes genoux comme nous l'avions fait 100 fois auparavant pour des soirées cinéma, des conversations sérieuses et des moments familiaux ordinaires. C'est à propos du divorce, demanda Jolene. Sa voix était petite. Est-ce que toi et maman vous divorcez toujours? Oui, chérie. Nous divorçons toujours, mais quelque chose d'autre est arrivé aujourd'hui. Quelque chose d'important que je dois vous dire. Qu'est-ce que c'est? Demanda Marcus. Il essayait d'être courageux, d'être le mature, mais je pouvais voir la peur en dessous. Je regardais leur visage. Ces enfants que j'avais élevés, ces gamins innocents dont le monde était sur le point d'être brisé. Savez-vous ce qu'est l'ADN? C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, dit Marcus. On a appris ça en cours de sciences. C'est comme un code à l'intérieur de nos corps. C'est exact. Et parfois, les adultes font des tests pour vérifier l'ADN, pour voir comment les gens sont liés les uns aux autres. Les yeux de Jolene s'écarquillèrent. Est-ce que tu as fait un test? Oui, et j'ai découvert quelque chose qui m'a surpris. Quelque chose qui va être difficile à comprendre. Dis-le-nous, papa. La voix de Marcus était stable maintenant. Quoi que ce soit, dis-le-nous simplement. Je pris une respiration. Les tests ADN ont montré que je ne suis pas votre père biologique. Aucun de vous. Votre maman a eu des relations avec d'autres hommes et ce sont eux vos pères biologiques. Silence. Puis, Wyatt. Je ne comprends pas. Tu es notre papa. Je suis votre papa. Je vous ai élevé. Je vous aime. Rien ne changera cela. Mais biologiquement, nous ne sommes pas liés. Ça n'a pas de sens. Jolene pleurait maintenant. Tu es notre papa. Tu as toujours été notre papa. Et je le suis toujours. Être un père, ce n'est pas juste une question d'ADN. C'est être présent. Et j'ai été là pour vous tous, chaque jour de vos vies entières. Marcus était silencieux, en train d'assimiler. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Donc, maman t'a trompé, dit-il finalement, plusieurs fois, avec des hommes différents. Oui. Et elle t'a laissé croire que nous étions tes enfants? Oui. Pendant 15 ans. Oui. Il se leva brusquement, marcha vers la fenêtre, resta là, nous tournant le dos, les épaules tendues. Marcus, appelai-je doucement. Ça va. J'ai besoin d'1 minute.
Jolene rampa sur mes genoux avec Wyatt, tous deux pleurant maintenant. Je les serrai fort contre moi. Ces enfants qui n'étaient pas les miens par le sang, mais qui étaient miens de toute autre façon. Est-ce que ça veut dire que tu ne nous aimes plus, chuchota Jolene. Non, ma puce. Je vous aimerai toujours. Toujours. L'ADN ne change rien à ça. Alors pourquoi tu nous l'as dit? Parce que vous méritez la vérité. Parce que ce sont les mensonges qui nous ont mis dans ce pétrin. Et je ne vous mentirai pas. Jamais. D'en haut, j'entendis une porte s'ouvrir. Des pas dans l'escalier. Leonora apparut dans l'encadrement de la porte. Elle avait l'air horrible. Le mascara coulé, les yeux gonflés. La façade impeccable avait complètement disparu. C'était la vraie Leonora. Celle qui se cachait sous la surface toutes ces années. Crawford. Sa voix était rauque. Qu'est-ce que tu leur racontes? La vérité. Quelque chose que tu n'as jamais réussi à faire. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils ont le droit de savoir qui sont leurs vrais pères. Ils ont le droit à la vérité. Tu vas les détruire. Non, Leonora. Tu les as détruits il y a 15 ans quand tu as décidé de bâtir notre famille sur des mensonges. Marcus se détourna de la fenêtre. Son visage était dur maintenant, plus vieux que ses 12 ans. Maman, est-ce que c'est vrai? Tout ça? La bouche de Leonora s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. C'est compliqué, Marcus. Il y avait des circonstances que tu ne comprends pas, est-ce que tu as trompé papa? Oui ou non? Oui ou non, maman? Ses épaules s'affaissèrent. Oui. Avec combien d'hommes, Marcus, s'il te plaît? Combien? 3. Au fil des années. Mais je n'ai jamais voulu que 3 hommes différents, 3 pères différents. Et tu as laissé papa penser que nous étions ses enfants tout ce temps. Leonora recommença à pleurer. Je l'aimais. Je vous aimais tous. J'avais juste peur. Peur de quoi? De dire la vérité? La voix de Marcus se brisa. Tu sais combien papa s'est sacrifié pour nous? Il a fait des doubles gardes. Il a raté l'enterrement de son propre père pour être à mon match de foot. Il a tout donné pour cette famille. Je sais. Et ce n'était même pas sa famille. Marcus. Je me levai, posant doucement Jolene et Wyatt sur le canapé. Ça suffit. Non, ce n'est pas suffisant. Elle t'a menti pendant 15 ans. Elle nous a menti à tous. Je sais, mais crier ne changera rien à tout ça. Je marchai vers mon fils non biologique, le garçon que j'avais élevé depuis sa naissance. Je suis en colère aussi, dis-je calmement. J'ai le droit d'être en colère. Mais être en colère contre ta mère ne va aider personne pour le moment. Ce qui est fait est fait. Tout ce que nous pouvons faire, c'est trouver comment avancer. Comment peux-tu être si calme à propos de ça? Je ne suis pas calme. Je suis dévasté. Mais j'ai appris quelque chose il y a longtemps. La colère est comme le feu. Elle brûle fort et vite, mais elle brûle surtout la personne qui la tient. Marcus me fixa. Puis soudain, il me serra dans ses bras. Ce grand garçon presque adolescent s'accrochant à moi comme s'il avait à nouveau 6 ans. Je me fiche de l'ADN, dit-il dans mon épaule. Tu es mon papa. Tu as toujours été mon papa. Et je le serai toujours, quoi qu'il arrive. Nous sommes restés là un long moment. Puis Jolene et Wyatt ont rejoint l'étreinte, de petits bras s'enroulant autour de nous. Et Leonora restait dans l'embrasure de la porte à regarder, pleurant, voyant la famille qu'elle avait brisée choisir de rester ensemble sans elle. Le divorce fut finalisé 2 mois plus tard. Les termes n'avaient rien à voir avec ce que Leonora avait exigé à l'origine. Pas de maison, que je ne voulais pas de toute façon, trop de souvenirs. Partage de la retraite, juste et légal, pas de pension alimentaire, évidemment, et garde partagée. C'était la partie qui a surpris tout le monde, y compris moi. J'aurais pu partir. Les enfants n'étaient pas les miens. Je n'avais aucune obligation légale, aucun lien biologique. N'importe quel avocat dans le pays m'aurait dit que j'étais fou de rester impliqué. Mais ces enfants n'avaient rien choisi de tout cela. Ils n'avaient pas demandé à naître de liaison. Ils n'avaient pas demandé une mère qui mentait et un père qui n'était pas vraiment leur père. Ils voulaient juste être aimés.
Alors je suis resté, un week-end sur 2, vacances alternées, 2 semaines chaque été. Le même arrangement de garde que j'aurais eu s'ils avaient été les miens. Parce qu'ils sont miens, de toutes les manières qui comptent. Le Nora fut inculpé pour fraude à la paternité. C'est un délit en Californie, passible d'1 an de prison de comté et d'amende. Elle a accepté une négociation de peine, 6 mois de probation, travaux d'intérêt général, thérapie obligatoire. Elle a perdu son travail quand l'histoire s'est ébruitée. Elle a perdu la plupart de ses amis aussi. Les femmes de son cercle social ne voulaient pas être associées à quelqu'un qui avait fait ce qu'elle avait fait. Une partie de moi s'en sentait satisfaite. La partie mesquine et vindicative qui voulait qu'elle souffre comme j'avais souffert. Mais surtout, je me sentais juste fatigué. Fatigué de la colère. Fatigué de la trahison. Fatigué de tout ce gâchis. J'ai emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. 2 chambres pour que les enfants puissent avoir leur propre espace quand ils venaient me voir. Rien de chic, mais propre, sûr et à moi. La première nuit où ils sont restés, Marcus m'a aidé à monter les lits superposés pour Jolene et Wyatt. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, suivant les instructions suédoises incompréhensibles, faisant des erreurs et les corrigeant. « Papa, dit-il finalement. »« Ouais. » J'ai cherché Victor Ambry. Mon père biologique. J'arrêtais de serrer un boulon. Et c'est un entraîneur personnel à San Diego. Il a sa propre salle de sport. Il est marié avec 2 enfants. Ses propres enfants. Ouais. Marcus resta silencieux un moment. Est-ce qu'il sait pour moi? Je ne sais pas. Ta mère lui a peut-être dit. Ou peut-être pas, tu penses que je devrais le contacter? Je posai la clé et regardai mon fils. C'est à toi de voir, Marcus. C'est ton père biologique. Tu as le droit de le connaître si tu le veux, mais c'est aussi un étranger qui a couché avec ta mère alors qu'elle était mariée avec moi. C'est compliqué. Tout est compliqué maintenant. Ouais, ça l'est. Tu penses qu'il voudrait me connaître? Je pensais à Victor Ambry, un homme qui avait eu une liaison avec une femme mariée et qui soit ne savait pas, soit ne se souciait pas d'avoir engendré un enfant. Je pense, dis-je prudemment, que certains hommes sont des pères, et certains hommes ne sont que de la biologie. Je ne peux pas te dire lequel est Victor Ambry, mais je peux te dire que je serai là quoi qu'il arrive. Si tu le contactes et que ça se passe bien, super. Si ça ne se passe pas bien, je suis toujours ton papa. Marcus hocha la tête lentement. Je ne pense pas être prêt encore. Peut-être un jour, mais pas encore. C'est d'accord. Il n'y a pas de date limite pour ce genre de choses. Nous sommes retournés au montage des lits superposés. Les instructions étaient toujours incompréhensibles. Nous avons fait d'autres erreurs, mais nous avons fini par y arriver. Ensemble. 2 ans ont passé depuis ce jour au tribunal. J'ai 49 ans maintenant, je travaille toujours au centre de distribution, bien que j'ai eu une promotion l'année dernière. Je vis toujours dans mon appartement de 2 chambres, même si j'en ai fait un endroit plus chaleureux. Les enfants vont bien. Pas génial, pas terrible. Bien. Marcus a 14 ans, il traverse la puberté et le lycée comme tout autre adolescent. Il a décidé de ne pas contacter Victor Ambry. Il a dit qu'il le ferait peut-être un jour, mais pas maintenant. Je lui ai dit que je soutiendrais son choix, quel qu'il soit. Jolene a 11 ans, elle commence le collège cet automne. C'est elle qui a eu le plus de mal avec tout ça. Elle a traversé une phase où elle se blâmait, pensait quelle était la raison pour laquelle le mariage s'était effondré. La thérapie a aidé. Le temps a aidé encore plus. Wyatt a 8 ans, assez jeune pour que le divorce ne l'ait pas brisé comme ça aurait pu être le cas s'il avait été plus âgé. Il m'appelle toujours papa sans hésitation. Il court toujours vers moi quand il est blessé ou effrayé. Denny, mon frère, a déménagé hors de l'État après que tout a éclaté. Il ne pouvait pas me faire face. Il ne pouvait pas faire face à la famille. J'ai entendu dire qu'il est à Portland maintenant, travaillant dans une entreprise de technologie. Je ne lui ai pas parlé depuis que j'ai découvert la vérité sur Wyatt. Je ne prévois pas de le faire. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Le Nora s'est remariée le printemps dernier. Un type qu'elle a rencontré lors de sa thérapie ordonnée par la cour, ironiquement, un ancien toxicomane en rétablissement avec sa propre histoire de mauvaises décisions. Je ne sais pas s'ils sont heureux. Je m'en fiche un peu.
Ce qui m'importe, ce sont les enfants. M'assurer qu'ils savent qu'ils sont aimés. M'assurer qu'ils grandissent en comprenant que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Le mois dernier, pour la fête des pères, Marcus m'a donné une carte qu'il avait faite lui-même. Écrite à la main, pas achetée en magasin. Sur le devant, il y avait un dessin de notre famille. Des bonhommes allumettes avec des étiquettes, Papa, Marcus, Jolene, Wyatt. À l'intérieur, il avait écrit « Merci d'avoir choisi d'être notre papa quand tu n'étais pas obligé de l'être. Merci d'être resté quand tu avais toutes les raisons de partir. Merci de nous aimer même quand la vérité a éclaté. Tu n'es pas notre père par le sang. Mais tu es notre père par tout ce qui compte vraiment. Nous t'aimons. Bonne fête des pères. » J'ai pleuré pendant 20 minutes après avoir lu ça. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de colère, juste le genre de larmes qui viennent quand on réalise que toute la douleur en valait la peine. Que ce que vous avez perdu n'était rien comparé à ce que vous avez gardé. Le Nora a essayé de tout me prendre, la maison, l'argent, ma dignité, mon identité de père. À la fin, elle n'a rien pris qui comptait, car ce qui comptait était assis en face de moi à la table du petit déjeuner en ce moment même, se disputant pour savoir qui aurait la dernière gaufre. Ce qui comptait, c'était de franchir la porte après le travail pour retrouver des enfants qui criaient « Papa est rentré ». Ce qui comptait, c'était d'être choisi. Pas par la biologie, pas par la loi, mais par l'amour. Si vous regardez ceci et que vous traversez quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez quelques petites choses. Premièrement, la vérité compte. Même quand elle fait mal, même quand elle détruit ce que vous pensiez avoir. Vivre dans le mensonge est pire que d'affronter la douleur de la réalité. Deuxièmement, être un père ou une mère n'est pas une question d'ADN. C'est une question de présence. C'est une question de sacrifice. C'est choisir d'aimer quelqu'un même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. Troisièmement, vous survivrez à cela. Quoi que ce soit, le pire jour de votre vie reste juste un jour. Le soleil se lèvera demain et le jour d'après, et finalement la douleur s'estompe assez pour que vous puissiez respirer à nouveau. Le Nora m'a traité d'imbécile pour ne pas avoir contesté le divorce. Mais je me battais, juste pas de la manière dont elle s'y attendait. Je me battais pour la vérité, pour la justice, pour mon propre respect. Et je me battais pour 3 enfants qui avaient besoin d'au moins un parent qui ne leur mentirait pas. J'ai gagné ce combat, pas au tribunal, bien que cela ait aidé. Je l'ai gagné dans les années qui ont suivi. Dans le travail lent et douloureux de reconstruction de la confiance, dans les moments calmes avec des enfants qui ont choisi de m'aimer en retour. C'est ça la vraie victoire. Pas l'argent que je n'ai pas eu à payer, pas la maison que je n'ai pas perdue, pas même la satisfaction de voir la machination de l'Enora s'effondrer. La vraie victoire, c'est la carte de Marcus sur mon frigo. L'étreinte de Jolene quand elle franchit la porte. La voix de Wyatt criant « Papa » à travers le terrain de foot. La vraie victoire, c'est cette famille. Brisée et reconstruite. Imparfaite, mais réelle. La mienne. Je dois conclure. C'est presque l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Mais avant de partir, je veux dire une dernière chose. À quiconque à qui on a menti, dont la confiance a été trahie, qui a découvert que la vie qu'il pensait vivre était bâtie sur la tromperie de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas un imbécile pour avoir cru. Vous n'êtes pas stupide pour avoir fait confiance. Vous êtes juste humain. Et les humains sont censés faire confiance aux gens qu'ils aiment. La personne qui a menti est celle qui devrait avoir honte, pas vous. Et vous avez le droit de décider de ce qui se passe ensuite. Vous avez le choix, laissez la trahison vous définir, ou vous définir vous-même. J'ai choisi d'être un père. Pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Ce choix m'a sauvé. Peut-être qu'il y a un choix qui vous attend aussi. Aimez cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur des gens qui ont refusé d'être vaincus. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de survivre à la trahison, qu'il est possible de reconstruire. Et si vous traversez quelque chose en ce moment, quelque chose de difficile, quelque chose qui vous donne l'impression que cela pourrait vous détruire, souvenez-vous, le pire jour de votre vie reste juste un jour. Demain arrive, et vous avez le choix de qui vous serez quand il arrivera. On se voit à la prochaine.